It speaks! I am Ripper, Tearer, Slasher, Gouger. I am the teeth in the darkness, the talons in the night. Mine is strength and lust and power. I am power! But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules and bubble mice. Yeah. Salut kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 13, épisode 40. Cette semaine émission ambition, expérimentation, réinventer les cinémas du futur. Malgré parfois quelques revers critiques et commerciaux, toutes ces années passées, Robert Zemeckis aura résisté. Si la vie se déchaîne, si la vie devient chienne, il aura essuyé les tempêtes, il aura essuyé les échecs et toujours avancé, mais sans se saborder. Même si le tonnerre gronde et que l'horizon s'assombrit, il évite les naufrages, il faut braver l'orage. Contre vents et marées, il poursuit sa route, contre vents et marées, et ce, quoi qu'il en coûte. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qu'elle est mieux que les autres. Et donc, vous l'aurez compris, ce soir au programme, ça sera une émission spéciale consacrée au cinéma de Robert Zemeckis, donc cinéaste américain à la carrière maintenant qui approche presque les 40 ans. Donc, nous allons revenir un petit peu sur toute son œuvre et notamment sur les choses qui nous intéressent le plus chez lui, donc c'est-à-dire la mise en scène et on va dire tout le côté expérimentateur technique de son cinéma. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest, il y a le Dr Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Avec nous de retour dans cette émission pour pallier à l'absence de nos deux habitués Justine et Thibaut, alors qu'il n'a rien à nous vendre, mais là il vient pour parler d'un sujet d'importance. Ce n'est pas Fast and Furious qui sort cet été et qu'on attend avec une grande impatience, donc c'est le docteur Jean-Baptiste Massuet. Bonjour Jean-Baptiste. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Ça va ? Très bien. Donc, très heureux de t'avoir mon cher pour parler de Robert Zemeckis qui est un de tes cinéastes de prédilection. Un cinéaste dont tu connais quand même bien le travail parce qu'à la fois tu l'auras bossé dans tes recherches à la fac, puisque donc, tu es chercheur à l'université Rennes 2 ici, où tu traites notamment de pas mal de questions qui vont nous intéresser ce soir sur la question, de manière générale, de l'hybridation des images, du cinéma virtuel et de tout ce que ça peut engager en termes théoriques, commercials et esthétique, bien sûr. Même si là, nous n'allons pas nous borner à comparer les couleurs des films de Robert Zemeckis comme font les gens qui font des recherches en esthétique. Donc, nous allons essayer de creuser un petit peu plus dans le sujet. Je signale par ailleurs qu'est sorti ces dernières semaines chez Rouge Profond un ouvrage donc consacré au cinéma de Robert Zemeckis qui s'appelle Le cinéma de Robert Zemeckis vers des images spirituelles, écrit donc par Rémi Grelot, que toi Jean-Baptiste en bon complétiste tu as lu dans son entièreté. Tout à fait. Il y aurait peut-être même des choses à redire parce que vous travaillez quand même, enfin en tout cas vous essayez de traiter des questions qui sont similaires sur le cinéma de Robert Zemeckis, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure, sauf si tu veux dire déjà deux mots dessus. Mais... Non, on pourra en reparler, effectivement. Ouais. Ça me semble important de signaler quand même la sortie de cet ouvrage, effectivement, parce qu'en France, c'est parfois difficile de trouver des choses sur Robert Zemeckis et ça fait quand même plaisir de voir un ouvrage qui sort. Voilà, surtout un ouvrage plutôt généraliste, en tout cas plutôt vers le grand public, on va dire. Donc, voilà, donc Robert Zemeckis, comme je le disais, cinéaste américain, né en 1951 à Chicago. Donc il est un peu plus jeune que la bande du Nouvel Hollywood, justement, les Spielberg, les Lucas, tout ça, mais avec lesquels il va quand même entretenir des rapports, notamment professionnels, dans les années qui ont suivi. Et qui, donc, lui est plutôt quelqu'un qui viendrait plutôt d'un milieu ouvrier, un peu prolo, où lui-même il le disait, dans la maison de son enfance il n'y avait aucune musique, ils n'allaient jamais voir de film, il n'y avait aucun bouquin, il avait accès quasiment à aucune culture. Le seul biais culturel qu'il pouvait avoir, c'était la télévision évidemment, et c'est par là en fait qu'il va commencer à se forger son intérêt pour les images, et aussi par la petite caméra Super 8 qu'avait son père, où là très vite il va être intéressé pour voir comment est-ce que ça marche et comment est-ce qu'on peut réussir par le biais de cette mécanique étrange qu'est celle de la caméra, réussir à capturer, si ce n'est le réel en tout cas, une portion de la vérité du monde, on va dire. C'est d'ailleurs intéressant, déjà, j'avais pas trop pensé à ça, mais le fait qu'il ait découvert vraiment l'art cinématographique par le biais de la télévision,
C'est intéressant parce que la télévision ne repose pas sur un support physique comme la pellicule, on est sur des questions d'ondes déjà, et il y a déjà quelque chose de l'ordre de l'immatériel en fait dans sa façon de percevoir les images. Et ce qui le distingue du coup de pas mal de ses petits copains qui avaient à peu près le même âge à l'époque, parce qu'au contraire, dans les années 50, c'est quand même encore l'explosion du cinéma, les grandes productions en scope, en couleur, en super cinéma, en 70 mm, et lui du coup il va plutôt découvrir les films justement par un tout petit écran au format coupé, donc des choses assez étranges, ce qui je pense caractérise pas mal aussi son rapport à l'image et son manière d'envisager le médium du cinéma. Ouais, tout à fait. Et puis, comme tu l'as dit, c'est quand même un cinéaste qui vient pas forcément d'un milieu intellectuel qui réfléchit sur le cinéma, etc. C'est quelqu'un qui a en fait envisagé d'abord les formes filmiques par le biais de la pratique, vraiment mettre les mains dans le cambouis, etc. Et on a un peu discuté déjà tout à l'heure, mais ce que je trouve intéressant chez ce cinéaste, c'est comment la réflexion naît vraiment de la pratique, vraiment du rapport très concret aux images et à la fabrication des images. Et c'est là que la dimension intellectuelle de son cinéma, elle se fait jour. Mais c'est pas forcément quelqu'un qui... Enfin, je pense que c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions sur le cinéma, qui réfléchit beaucoup, mais qui dit pas qu'il réfléchit. Peut-être un peu trop des fois. Ouais, peut-être un peu trop. Mais je pense que c'est dans sa pratique vraiment que ça se perçoit en réalité. Et ça, j'adore. Cette pratique qui pourra commencer à mettre en branle quand il partira à la fac, quand il aura 18 ans. Au début, il sera à Chicago et vers 20 ans, il part à l'USC, département des arts plastiques à Los Angeles, où c'est là qu'il va rencontrer celui qui sera son compère pendant de très longues années, qui est Bob Gale, qui va être le producteur d'une bonne partie de sa filmographie et qui sera un peu une de ses âmes sœurs de cinéma, on va dire, qui aura une grande importance à la fois en termes d'écriture, en termes de rigueur de production sur la majorité de ses films. Et c'est à peu près là qu'il va commencer, on va dire, à se faire sa petite bande en fait de collègues, et c'est par ce biais-là, en faisant des films à la fac, qui pourra après commencer à bosser sur des films un peu plus lourds, un peu plus sérieux. Parce que autre point commun avec vous, mon cher Jean-Baptiste, excepté votre intérêt pour la technique, c'est qu'il est fan des Beatles. Mais tout à fait, oui. Et son premier film sera d'ailleurs un film sur les Beatles, un film génial. Où déjà en termes de musique et puis en termes d'imagerie, il va utiliser beaucoup de ressorts. En tout cas, il y aura beaucoup d'images qui seront assez programmatique finalement du reste de sa carrière. Et qui a voulu faire un remake de Yellow Submarine en performance capture, et qui n'a malheureusement jamais vu le jour, mais qui aurait été un pur chef-d'œuvre, je pense. Parce que dans ce film-là, justement, qui est une fiction sur les Beatles, il mêle à la fois des images d'archives du Ed Sullivan Show en 1964, je crois, et des acteurs qui donc rejouent en fait la scène, et ce qui permet de voir dans la profondeur l'image télévisuelle avec la vraie scène du show du Ed Sullivan et les acteurs derrière qui vont refaire exactement les mêmes mouvements, et il fera pas mal de ça dans certains de ses films, de incruster des acteurs dans des archives réelles. Il y a ça dans Contact, il y a ça dans Forrest Gump, notamment la scène connue où Forrest Gump serre la main de Jean-François Kennedy, mais c'est quand même pas mal de choses comme ça qu'on va retrouver dans son cinéma, qui évidemment sont un peu plus légers parce que c'est plus sur un mode de comédie, justement, un peu comme les films que les Beatles avaient fait durant leur carrière, mais il y a déjà un peu cette logique d'essayer de penser l'image dans ces différents médiums. Oui, puis il y a déjà une réflexion sur les corps absents, en fait, puisque c'est un film qui est entièrement consacré, en fait, à aller rencontrer des stars qui sont avant tout des corps, qui ont une corporalité, mais qui sont envisagés avant tout comme des êtres immatériels, en fait, et dont on ne perçoit effectivement jamais les visages. Un peu comme des mythes, quoi, finalement. Des mythes, voilà, complètement. Et donc, il y a déjà presque tout le cinéma de Zemeckis là-dedans, en fait. Ça, c'est... Et de toute façon, c'est un truc qui va quand même continuer à creuser pas mal au cours de sa carrière dans les années 80, parce que donc I Wanna Hold Your Hand, une très bonne chanson des Beatles, hein, bien sûr, date de 1978. Après, il va coécrire avec Bob Gale, John Milius et Spielberg le 1941 donc de Spielberg, qui est un peu le film où ils font leur rencontre, et Spielberg aura une grande influence sur la carrière de Zemeckis, mais plus tard Zemeckis aura aussi une grande importance et influence dans le cinéma de Spielberg, notamment celui des années 2010 avec son Tintin. Ouais, il y a aussi une forme de discrétion chez ce cinéaste qui fait aussi qu'on en parle peu finalement, alors qu'il a quand même une filmographie absolument démente. Il a quand même une vingtaine de films. Voilà, et il reste quand même très très discret, je trouve, et c'est sa force et c'est aussi son humilité en fait, je trouve. Et c'est vrai que cette relation qu'il a pu avoir avec Spielberg est assez
révélatrice de ça, c'est qu'en face, il y avait ce mastodonte commercial et industriel qui était Spielberg, et Zemeckis était un peu dans son ombre pendant assez longtemps. Parce qu'il était vu justement un peu comme le nouveau Wonder Boy de Spielberg, avec les Retours vers le futur, et il pouvait être vu comme faisant partie de l'écurie Amblin, justement, avec des films un peu tournés vers le passé, justement, avec les Retours vers le futur, avec toute la nostalgie des années 50. Youskar aussi, il y avait quand même un petit peu ça dans l'esprit, ce côté... un mec compétent et qui sait faire des films, mais qui est dans un moule qui a priori serait très restrictif, qui est le moule de Spielberg, ce qui est en plus faux, parce qu'on sait que lui, il a pu s'étendre dans ses 3 films de Retour vers le futur un petit peu comme il le voulait, mais il y avait quand même cette image de Spielberg qui était autour, qui en plus à l'époque était vraiment vu comme le grand Satan. On dirait Alejandro Jodorowsky, c'est l'enfant indigne que Walt Disney il a eu avec les mini, blablabla, une sorte de connerie que le ballon Jodo, quoi. Mais malgré ça, quand même, au fur et à mesure, même dans ses Retours vers le futur, ou dans le film dont on va parler juste après, évidemment, l'un des plus importants de sa filmographie, peut-être, qui est Roger Rabbit, il arrive quand même à se faire sa place, ne serait-ce qu'en termes techniques et en termes visuels, où déjà il commence à vouloir jouer avec les différents effets, soit des effets visuels, soit des effets de maquillage ou bien des créatures animatroniques, mais aussi déjà avec des surimpressions, avec des fonds peints, où c'est toujours une question qui l'a intéressé, comme pas mal de cinéastes techniciens, comme James Cameron par exemple. On sent que c'est des mecs qui aiment expérimenter et qui aiment mettre la main dans le cambouis et qui surtout adorent cet objet qui est la caméra, quoi. Tu vois que même quand il fait des films qui sont purement physiques, il adore jouer avec ça, faire des grands mouvements, essayer déjà de faire des plans de caméra qui a priori sont impossibles en faisant des raccords ou bien ce genre de choses. Il commence déjà à jouer avec ça dans les Retours vers le futur. C'est un amour de la technique qui, à mon sens, justement, explique peut-être en partie la raison pour laquelle il est un petit peu oublié, ce cinéaste. C'est que on sait très bien, notamment en France, combien la technique est dévaluée dans la vision qu'on peut avoir du cinéma. La critique, ça, la technique, ça les intéresse pas, en fait. Donc un cinéaste... C'est pour ça qu'il y a des chefs-op. C'est ça, voilà. Cinéaste technicien, pour eux, c'est les yes man. Tout simplement, c'est des gens qui sont juste là parce qu'ils maîtrisent la technique. Bon, très bien, ils font leur taf, ils maîtrisent bien. On s'en fiche, finalement. Alors qu'au fin de compte, c'est par la technique, il me semble, que ce cinéaste sort du lot et qu'il devient vraiment passionnant, au contraire d'autres yes man qui, à mon avis, sont moi, je sais que Zemeckis, là, pour l'avoir vu plein, parce que moi, je connaissais pas très bien ce cinéaste, finalement. Moi, il y a quand même quelque chose qui me frappe chez Zemeckis, et c'est vraiment un truc qui parcourt, moi je trouve, toute sa carrière, c'est qu'il y a vraiment, alors pour le coup, vraiment une relation entre le fond et la forme, et entre ce rapport à la technique et ce qu'il dit dans ses films, parce que pour moi, il y a quand même et c'est ça qui fait aussi sa différence avec Spielberg. Chez Spielberg, quand il y a du fantastique, le fantastique est tout de suite crédible. Et il n'y a pas de doute, en fait, sur le fantastique. Le fantastique existe, voilà. Enfin, le surnaturel existe, voilà. Alors qu'au contraire, Zemeckis, il fait plutôt justement du cinéma fantastique au sens propre du terme, c'est-à-dire que un truc qui m'a beaucoup frappé. Il y a le doute. Et voilà, c'est qu'il y a la notion de doute. Et je pense que ce qui fait aussi qu'il est peut-être moins connu, par exemple, qu'un Joe Dante, qui est plus politique, c'est que lui, il est plus sur un niveau qui, pour moi, est plus... je dirais spirituel ou philosophique, c'est-à-dire qu'il y a, à mon avis, il y a une grande partie de son travail conscient ou inconscient qui concerne l'idée de est-ce que je peux croire à telle chose ou est-ce que je peux faire croire à telle chose. Et pour moi, le fait qu'il utilise la technique de cette manière-là, c'est pour essayer par la technique je dirais pas de résoudre cette question, parce que je pense pas que le but ça soit du tout de résoudre la question justement de la suspension de crédulité, mais pour moi c'est vraiment quasiment presque tout le centre de son travail, c'est travailler là-dessus sur comment je vais faire pour à travers des histoires souvent fantastiques, dont les personnages eux-mêmes sont confrontés à un fantastique qu'ils mettent souvent en doute, comment est-ce que je vais moi arriver à recréer la suspension d'incrédulité, en tout cas arriver à produire cette même suspension d'incrédulité qui est celle du Hollywood classique et d'arriver à produire le même effet, en fait, la même puissance dans la suspension d'incrédulité. C'est pour ça que ça explique un truc moi qui m'étonne beaucoup chez Zemeckis, c'est qu'il y a de la satire, il y a du second degré, mais par contre moi je ressens jamais le côté clin d'œil, même dans le Retour vers le futur. Oui. Même dans le Retour vers le futur, puisque qui serait le plus pop, pop, mais qui finalement a plutôt cette image de clin d'œil parce qu'on les voit aujourd'hui à travers d'autres séries ou d'autres films qui utilisent parce que la trilogie a été citée et recitée 1 milliard de fois, juste que par Spielberg dans son Ready Player One. Et c'est peut-être ce côté à la fois premier degré et peut-être finalement assez intello, finalement, je trouve, qui fait qu'il est peut-être un peu moins intello contrarié célébré, parce que c'est, contrairement à Spielberg où l'absence du père, le rapport à l'enfance, voilà, c'est très très clair, quoi. Je veux dire, c'est très visible dans son cinéma. Et puis Spielberg aussi, c'est quand même que de toute façon il a ce génie qui peut prendre à peu près n'importe quel sujet
il arrivera à le traiter de manière égale à 2 ou 3 ratés près, hein, mais sinon, c'est vrai qu'il a un style qui, de toute façon, fait qu'il est à part, que immédiatement, peu importe le genre qu'il va prendre, le film de guerre, le film de science-fiction, un film merveilleux, un film sur la traite négrière, ça va coller tout de suite. Alors, tu sens que Zemeckis, pour le coup, il va plus prendre des sujets qui vont plus pouvoir lui parler en termes techniques. Et voilà, et c'est ça le truc, justement, c'est qu'en termes techniques, c'est ça que moi qui m'étonne aussi, c'est que finalement, en fait, la cohérence technique de Zemeckis, en fait, elle arrive assez tôt, en fait, dans sa carrière. Et notamment, moi, je pense, pour moi, le truc qui le signe le plus dans son cinéma, c'est les mouvements de caméra, et notamment le fait que le plan séquence devient quelque chose de plus en plus important au fur et à mesure de sa carrière, et au fur et à mesure que la technique lui permet le plan long de faire de plus en plus long. Voilà, des plans séquences de plus en plus bluffants et tout. Et ça, c'est assez impressionnant de voir comment, justement, alors on en reparlera après, dans les années 2000, le plan séquence devient un objet en soi à l'intérieur de ses propres films, ou presque, moi, d'en avoir vu pas mal cette semaine, j'attendais presque, je disais, bon, à quel moment il va le faire, son plan séquence bluffant, son plan signature. Son plan signature. Et pour moi, ça fait partie de ses plans signature, quoi. Et c'est intéressant tout ce que tu as dit sur la question du spirituel, hein, l'idée de faire croire et de croire. Je le signale, voilà, parce que c'est quand même le sous-titre de l'ouvrage de Rémi Coillo, hein, donc cinéma de Robert Zemeckis, vers des images spirituelles. Donc c'est marrant, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, hein, dans son cinéma. Il y a cette immatérialité, effectivement, à laquelle il va essayer de donner une consistance, et à la fois en ayant une espèce de recul. Moi, il y a la différence que je fais avec Spielberg, par exemple, que je mets sur une même perspective de mise en scène. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours dit que Zemeckis était un Spielberg qui n'a pas eu la reconnaissance de Spielberg, mais qui a la même exigence en termes de relation entre le fond et la forme, comme tu l'as très bien dit. D'ailleurs, cette façon d'avoir une croyance totale dans la puissance de la mise en scène, dans le langage de la mise en scène, c'est-à-dire qu'on peut faire passer des idées ou des émotions juste par un mouvement de caméra, un cadre, etc. Et ça, pour moi, c'est très Spielbergien. Et je trouve que Zemeckis, il le fait aussi à la perfection. La différence, pour moi, c'est que Spielberg, il a toujours été très premier degré dans son cinéma. Alors que Zemeckis a toujours ce petit recul. Alors, c'est vrai que c'est pas de la satire. Oui, je sais même pas si c'est de l'ironie, un côté un peu méta, en fait, tout simplement. C'est qu'il y a une forme de réflexion, de distance. J'irais pas dire que c'est de l'ironie, parce que l'ironie, ça voudrait dire qu'il y croit pas trop. Et je pense qu'il y croit vraiment, Zemeckis, dans ce qu'il fait. Il a un amour profond. C'est pour ça que c'est pas de la satire, c'est pas de l'ironie. Mais c'est peut-être aussi le deux qui se dit qu'il sait qu'il est pas dupe, que tout ça, de toute façon, c'est que du cinéma. Ouais, c'est ça, exactement. Il est conscient. Pour moi, la mise en abîme, par exemple, chez Zemeckis, notamment dans la première partie de sa carrière, c'est ça, quoi. Ça relève de ce côté-là, c'est-à-dire que Retour vers le futur, je prends quelque part la mort vous va si bien, quelque part, qui est aussi une forme de mise en abîme d'Hollywood et à travers le vieillissement des femmes, et Apparence. Qui est une mise en abîme complète du cinéma d'Hitchcock, enfin voilà, et que ça soit dans des trucs scénaristiques, en fait, comme les trucs temporels, ou même le Diamant vert, puisque dans mon souvenir, elle est romancière, en fait. Ouais, elle est romancière. Donc voilà, donc c'est toujours ce rapport. Et les contraintes de partir à l'aventure. Voilà. Ça commence par la fin de son bouquin, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et le magnifique de Broca. Ouais, et moi, je trouve que ça, c'est assez fort chez lui, notamment vraiment dans cette première partie de carrière, cette espèce de légère distance, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, quand il fait de l'émotion, il y a de la vraie émotion, et c'est pas du tout, c'est très premier degré de ce point de vue-là. Même si parfois il en fait un peu trop, comme dans Forrest Gump, je trouve, où là par contre c'est carrément la batterie de violon qui sort. Mais... Oui, mais on sent bien qu'il a cherché la reconnaissance avec Forrest Gump. Il s'est dit, je vais faire mon film à la Spielberg. Tu sens le truc, tu sens le film Oscar quand même, qui est bien. Mais c'est parfaitement exécuté. Enfin, je veux dire, les moments tire-larmes sont mais moi je te dis, bouleversants. Je suis pas fan de Forrest Gump parce que c'est un peu le côté du cinéma de Zemeckis que j'aime pas, qui est son côté démocrate, si tu veux, quoi. Le côté un peu flonflon, démocrate réformiste, quoi. Ne l'écoutez pas, il dit n'importe quoi. Mais par contre, pour revenir quand même avant ça, le film sur lequel j'aimerais bien revenir, donc c'est Qui veut la peau de Roger Rabbit, ou par contre en termes techniques et presque philosophiques, c'est peut-être en tout cas son film des années 80, je trouve le plus important pour tout ce que ça engage en termes d'image, en termes de production et en termes de fabrication, puisque donc c'est un mélange entre des toons et puis des personnages réels. Il y a pas mal d'images de making-of qui montrent justement comment est-ce qu'ils ont réussi à faire tout ce merdier qui était quand même hyper compliqué. Mais déjà, il a une volonté en termes techniques d'essayer de repousser les images du live pour aller un truc qui, là, du coup, dans le film, irait vers le cartoon, mais ça va aussi venir un peu dans d'autres films plus tard dans sa carrière, d'essayer d'étendre le réel, justement, pour le pousser vers un truc irréel. Oui, tout simplement pour dire que les images de cinéma sont des images, et ça, c'est un truc qui obsède Zemeckis. C'est-à-dire, oui, mais c'est pas vraiment des corps, en fait, c'est des images de corps, donc comme c'est des images, on peut les traiter comme n'importe quel peintre pourrait traiter une image en les les transformant, et c'est vrai que Roger Rabbit est un manifeste pour ça. C'est vraiment le film qui le fait basculer, en fait, dans une autre perspective. D'ailleurs, c'est un film qui est intéressant en termes de date, puisqu'il sort en 88, qui est comme un moment de transition entre les effets spéciaux mécaniques liés à l'argentique
et où ça numériques commence déjà arriver. avec le secret de la pyramide. La pyramide de Barry Levinson, où il y a des effets spéciaux de John Lasseter. On commence avec du morphing déjà qui apparaît avec Willow, tout ça. Donc il y a une transition qui est en train de s'opérer, qui va pas vraiment se réaliser avant les 10 années suivantes, même s'il y aura deux gros jalons qui sont Jurassic Park et puis Terminator 2. Mais on sent déjà que le cinéma, en tout cas que les mecs tentent, quoi. Que les mecs des SFX, on sent qu'il y a des réals, justement, des Spielberg ou bien des Cameron qui peuvent leur filer de la maille pour aller un petit peu aller bidouiller dans votre coin, faites vos trucs et puis revenez avec des images qui du coup auront une importance en termes d'esthétique hyper importante dans la carrière de tous ces metteurs en scène là qui eux du coup de par leur succès vont influencer tout le reste de la production américaine. C'est ça, mais j'irais même encore plus loin. C'est-à-dire que ça dépeint aussi un imaginaire social qui a changé sur les images. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les images pouvaient être purement graphiques. La question de l'image de synthèse a été primordiale pour ça. Un film comme Tron a eu une influence énorme par la suite. Alors que Zemeckis, ce qui est intéressant avec Roger Rabbit, c'est que c'est quand même un film qui n'utilise pas l'ordinateur à des fins de création d'images. C'est-à-dire que c'est une forme de résistance. C'est quand même un film qui utilise toutes les techniques du dessin animé traditionnel, sur cellulo, etc. Mais qui à la fois est une modernité absolue parce qu'il s'inscrit dans un contexte qui est celui de cette modernité de l'image. Mais aussi parce qu'il y a la nécessité de l'hommage dans Roger Rabbit qui est quand même importante. Moi, j'ai un souvenir. Moi, je l'ai vu au Cinoche quand j'étais petit, quand c'est sorti. Et moi, je me souviens que c'est peut-être un des premiers films que j'ai vu où j'ai vraiment eu ce sentiment qu'on était capable de créer un monde de toutes pièces. Et moi, je me souviens notamment de cette scène du tunnel dans Roger Rabbit, qui est vraiment pour moi le moment du basculement dans le film. C'est-à-dire quand ils arrivent à Toontown et Toonville. Toontown, à Toonville et alors c'est là qu'il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Alors, Bob Hoskins, je veux dire, c'est peut-être sans doute un des premiers acteurs à avoir joué des scènes entières avec rien autour de lui. Et je pense que c'est un comme mec dans le théâtre Living Theater, tout ça. Avant Andy Serkis, avant plein d'autres gens. Avant Zemeckis en 2003. Bob Hoskins, qui est un acteur à l'ancienne en plus. C'est un vrai acteur anglais ronchon, acteur de théâtre. Et moi, j'avoue que j'ai beaucoup d'affection pour Roger Rabbit, qui est un de mes préférés pour des raisons évidemment personnelles, nostalgiques. Mais c'est vrai que et j'ai souvenir qu'il y avait aussi. Alors ça, c'est un truc aussi chez Zemeckis, moi, que je trouve vachement intéressant, c'est que dès qu'il fait des films pour enfants, en tout cas dans la plupart des films pour enfants qu'il fait, c'est-à-dire quand il fait des films pour adultes, il essaie de nous faire revenir vers l'enfance, et quand il fait des films pour enfants, il traite les enfants comme des adultes. Avec, moi je me souviens des scènes, le juge mort dans le juge de mort, de mort, la trompette et tout ça. Enfin, moi je me souviens quand le film passait à la télé. Moi je me souviens de moments assez traumatiques quand même, quoi, et horrible. Et qu'on retrouve quand il est tout maigre, qu'on retrouve dans pas mal de trucs, qu'on retrouve dans Scrooge, qu'on retrouve dans pas mal de ces films, en tout cas de ces films pour enfants. Mais c'est là qu'on voit cette distance premier degré, parce que c'est question de l'hommage, etc. C'est là cette distance, elle est là en fait, c'est qu'il a cette réflexion sur les images qui fait que quand il fait un film pour enfants, il fait pas juste un film pour enfants tout bête, il a une réflexion. Et c'est très drôle, Roger Rabbit. C'est très drôle. Et alors c'est très drôle comme des contes justement. Et vu que les contes, ça fait peur, quoi. Les contes, c'est fait pour ça, c'est fait pour traumatiser les enfants qui fassent pas de conneries après. Et surtout le truc, c'est que alors Roger Rabbit, moi je me souviens que de l'avoir revu adulte et de m'être dit, mais en fait c'est super tendancieux comme scénario. Il y a plein de références sexuelles. Jessica Rabbit déjà. Voilà. Et toi t'es là, t'as 8 ans, tu captes rien. Sympa la gonzesse, mais par contre le lapin il est marrant, quoi. Et après c'est l'inverse, quoi. Dis donc elle est sympa la gonzesse. Bon, le lapin il est marrant, quoi. Et voilà, et ce truc de film noir en fait, d'utiliser les codes, les questions de séduction, les codes du film noir jusqu'au bout, jusqu'à la mort des personnages devant l'écran, le producteur qui meurt dans la machine à avec une femme fatale toon, quoi. Voilà, et moi j'avoue que c'est un film qui aujourd'hui, quand tu le revois adulte, tu te rends compte à quel point c'est un film qui est ça va pas, mais je le montrerai à mes enfants. Mais non, exactement, à quel point surtout à quel point tu vois le niveau de certains films pour enfants ont baissé considérablement, et que justement il y a rien de mieux que non pas que les films des années 80, parce qu'il y a toujours du cinéma comme ça aujourd'hui en animation, mais que les films destinés à la jeunesse sont d'autant mieux que ils prennent pas les enfants pour des niais, quoi, pour des nabos, quoi, et qui leur disent ils sont capables d'affronter un certain nombre de choses. Et on retrouvera ça dans Scrooge, on retrouvera ça dans et c'est je trouve assez courageux, même si à mon avis c'est sans doute plus facile à faire dans les années 80 que peut-être aujourd'hui, en tout cas aux États-Unis, quoi. Alors après je voulais parler du coup avant de faire une pause de son film de la fin des années 90 qui s'appelle Contact, qui pour moi marque vraiment aussi une genre de rupture dans sa carrière, en tout cas
c'est presque l'aboutissement de toute sa première partie de carrière en termes techniques, en termes philosophiques et en termes de mise en scène. Parce que donc, c'est un film qui raconte l'arrivée d'un message depuis les profondeurs de l'espace à des scientifiques, dont la principale est jouée par Jodie Foster. Et ils vont découvrir que ces messages, en fait, vont leur permettre de construire une machine pour peut-être aller voir les petits hommes verts, tout ça, machin, nanana. Donc c'était un scénario qui avait été développé pendant plusieurs années par George Miller, avec qui aussi Zemeckis a pas mal d'acquaintance, parce que je pense à La mort vous va si bien ressemble pas mal à un film de Miller de la fin des années 80 qui s'appelle Les sorcières de Eastwick, où ça traite en plus des mêmes thématiques sur le vieillissement des actrices, sur les personnages qui deviennent un petit peu tarés comme ça. Et donc il y a pas mal de choses qui se retrouvent aussi de Miller dans le cinéma de Zemeckis, et je trouve que Contact, pour moi, c'est peut-être un de mes films préférés de Zemeckis, et je trouve qu'il arrive à faire la jonction parfaite entre toute sa théorie autour de l'image et des images de manière générale, et la manière de mener un récit qui est hyper écrit, qui est hyper efficace, avec un savoir-faire hollywoodien, parce qu'il y aura pas forcément des grosses ficelles, mais il y aura une maîtrise de la narration que je trouve qu'il avait rarement eu jusque-là, parce qu'il n'avait pas non plus des scénarios qui, en termes philosophiques, se posaient ce genre de questions. Et là, il arrive à le faire en termes visuels et en termes techniques, où pareil, il va utiliser toutes les ressources de la caméra et des mouvements impossibles grâce au numérique. Il y a notamment un plan célèbre où c'est la jeune fille qui court pour aller prendre des médicaments. On voit se reflet dans un miroir, et puis en fait, c'est un plan assez compliqué à décrire, mais il essaye déjà, avec pourtant des caméras 35 qui sont hyper lourdes, de faire une caméra qui n'existe pas, et pourtant on ne voit qu'elle. Oui, alors, en plus Contact, c'est vrai qu'il est intéressant dans sa carrière, parce que c'est un film vraiment très transparent par ailleurs. C'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est un film hyper efficace, très hollywoodien dans sa construction, etc. Et pourtant, je le trouve très juste dans sa peinture des personnages, dans son propos, dans son découpage. C'est toujours c'est au cordeau, en fait. Il n'y a pas un seul moment qui va un petit peu de travers ou quoi que ce soit. C'est vraiment parfait. Et c'est un film qui arrive à être extrêmement touchant sur un sujet qui est pourtant pas simple, parce que tu pourrais vite tomber dans la Nolanerie, quoi, un truc... Qui est très Spielbergien pour le coup. Pour le coup, qui est très Spielbergien. Mais là, c'est hyper humble, encore une fois. Il va pas aller nous faire un discours sur la physique quantique et machin. Non, c'est pas ça qui l'intéresse. C'est une histoire de deuil. Et il arrive en fait à faire passer les choses. C'est plus l'émotion et puis le sentiment d'une personne, mais dans le cosmos, ce qui est tout le premier plan du film d'ailleurs. C'est ça, c'est de dire que finalement, la perte d'un être cher, c'est peut-être le plus grand choc métaphysique qu'on peut connaître. Et donc cette ouverture, dont Nolan aurait fait absolument n'importe quoi, elle est incroyable. Le premier plan est génial. C'est fou. Qui a été reprise justement par George Miller dans le deuxième Happy Feet, sauf qu'il faisait le mouvement inverse, parce qu'il partait du cosmos pour aller justement sur la Terre, sur la banquise. Et puis cette histoire de deuil, moi c'est pour ça que le film m'a fait vachement penser à First Man de Chazelle, quoi, qui pour moi est peut-être pas un remake, mais qui à mon avis a un personnage justement qui est vraiment un personnage qui ressemble beaucoup à ça, c'est-à-dire que toute son action est portée par un deuil qu'on n'arrive pas à effacer en fait. Et moi je trouve que tous les plans avec David Morse, qui en plus est un excellent acteur, que moi j'aime beaucoup. D'ailleurs c'est marrant, il y a une bonne partie du casting de Trémé dans Contact. Non, pas dans Contact. Non, en fait c'est dans Flight qu'il y a du. Il y a du Trémé partout en fait. Il y a du David Morse dans Contact, il y a du John Goodman dans Flight. Il y a sa femme aussi qui joue un autre personnage. C'est assez marrant de voir comment il y a des acteurs de série qui se retrouvent beaucoup chez Zemeckis. Il a quand même de manière générale que des purs castings, parce que dans Contact, outre Matthew McConaughey quand il est jeune, il y a Tom Skerritt, il y a James Woods, il y a William Fichtner, que des mecs qu'on est toujours content de voir, quoi. Il y a James Woods, et c'est vrai que James Woods qui évidemment joue un enculé. Et c'est vrai que le film qui est quand même autour d'une question qui est quand même la question de la foi, et qui est un film moi je trouve qui est hyper casse-gueule en termes de discours, parce que de la foi à la fois dans un dieu et de la foi dans la science. Voilà, exactement, et de l'hésitation permanente entre les deux, et de comment est-ce qu'au bout d'un moment la science devient une espèce de forme de spiritualité. Et moi je trouve qu'il y a notamment des plans qui sont pour le coup assez satiriques sur la religion. Et moi je trouve qu'il y a un moment qui est moi j'ai trouvé assez émouvant, c'est à la toute fin du film, quand elle sort de son procès et qu'elle voit les gens qui essayent de la toucher comme si c'était une prophétesse, et on sent et on sent qu'elle est pas du tout satisfaite de ça, quoi, qu'elle est prophète malgré elle en fait dans ce truc là. Et ça je trouve que c'est assez beau justement. Jodie Foster moi je trouve
assez formidable quand même dans ce film-là. Elle joue très très bien cette espèce de force, de mélange de force et de fragilité justement qui fait les bons personnages bien complexes, quoi. Mais j'adore justement la fin du film qui a été extrêmement décriée, donc je vais pas la spoiler pour ceux qui n'ont pas vu. Mais parce qu'on part du coup dans un univers visuel qui serait beaucoup plus excessif que le reste du film, qui est un peu bleuté, un peu métallique, un peu froid, quoi. Qui est étonnant parce que je sais que la première fois que j'ai vu le film, je l'ai découvert après coup, en fait, plutôt tardivement, et je me suis même posé la question, mais est-ce que c'est pas déjà des techniques numériques proches de la performance capture ? Il y a vraiment des trucs sur le visage de David Morse. En termes d'éclairage et en termes de décor, enfin même le visage, il y a un visage. Il avait dit justement Zemeckis qu'il avait retouché numériquement le visage de Foster pour aller bouger un petit peu un œil, un sourcil, tout ça, pour faire un truc justement qui montre qu'on passe dans un univers c'est ça, donc il y a déjà cette réflexion sur l'image et qu'on perçoit bien en fait dans le film, et du coup ça crée déjà une annonce de ce qu'il va faire par la suite. C'est très perturbant. Sachant qu'il ne faut pas oublier que pendant le voyage, en plus, elle se dédouble en fait. Il y a sa conscience sa conscience qui nous apparaît en fait dans l'écran, donc la défiguration, alors c'est même pas de la défiguration, enfin pour moi justement ça rejoint la religion, c'est plutôt de la transfiguration. Je pense je veux dire Zemeckis, son truc sur la forme humaine, c'est beaucoup ça. Moi je trouve c'est pas comment est-ce que je vais défigurer le corps, c'est comment est-ce que je vais le transfigurer, comment est-ce que je le refigure. Et de ce point de vue-là, moi j'avoue que j'avais pas du tout conscience de ça, mais de fait de voir des films que je n'avais pas vus, je me dis mais en fait c'est le roi de la Uncanny Valley, quoi, ce mec-là, quoi. Ouais. C'est-à-dire cette espèce de truc très troublant pendant tout le film, tu vois les acteurs et tu les vois pas en même temps, quoi. Et plus ça va, plus c'est ça, quoi. Et j'avoue que j'ai pas ressenti ça de manière aussi forte, en tout cas aussi intéressante à regarder dans d'autres films en fait, où on voit aussi cette espèce d'Uncanny Valley. Tu vois, dans le Beowulf, voilà. Je trouve que dans le Ang Lee, tu vois, avec tu vois les trucs de de-aging et tout ça, je trouve que ça m'a plus impressionné en fait chez Zemeckis dans des films qui ont 15 ans que dans des films qui se font aujourd'hui, quoi. Parce que justement c'était des films qui étaient en plus à l'époque essuyaient les plâtres un petit peu de toutes les technologies, donc il y avait ce truc. C'est un pionnier en fait. Voilà, il était les études chez Zemeckis, c'est pas du figural, c'est du double figural ou du transfigural, comme tu veux. Mais donc on va reparler ça un petit peu après. On va faire une pause justement avec un extrait de Contact. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Célab, et c'était un extrait du score de Alan Silvestri pour la BO de Contact avec le morceau I Believe Her. Et de croyance, il en est question dans le cinéma de Robert Zemeckis, et de croyance dans les images, car nous allons y parler tout de suite donc avec entre guillemets la deuxième partie de sa carrière. Donc après Contact, il fera quelques films. Le doc en a parlé notamment, il fera Apparence, thriller hitchcockien moderne, on va dire, revisité, presque de palmesque, et il fera donc son autre film oscarisable qui est Seul au monde avec Tom Hanks, qui a fait la Robert De Niro Acting School en perdant 60 kilos pour le rôle. Mais la partie qui, va dire, nous intéresse le plus avec Jean-Baptiste en termes théoriques, idéologiques, donc c'est à partir de 2003, il se lance dans une série de 3 films qui malheureusement quasiment tous étaient des bides, ce qui a mis comme un frein à certaines de ses ambitions visuelles. Donc en lançant ce qu'on appelait à l'époque, on ne sait pas trop, la performance capture, cinéma moche, la moche capture, et ce qui après a été plus ou moins fixé sur le terme de cinéma virtuel. Donc avec 3 films, Le Pôle Express en 2003, Beowulf en 2007 et Le Drôle de Noël de Scrooge en 2009. Donc 3 films en performance capture qui sont des procédés dont on a déjà parlé ici, où en gros, ce que Robert Zemeckis disait, avec le cinéma digital, il faut libérer l'art de la technologie, ce qui paraît assez contradictoire parce que c'est au contraire un cinéma extrêmement technique et très compliqué à comprendre et puis à essayer d'appréhender, où en gros la question du cinéma traditionnel dans les films qu'a fait Zemeckis ne se pose plus à la fois en termes de méthode et aussi en termes visuels, parce que donc ce seront des films qui seront tournés dans un gros studio sur fond vert, un volume,
où il n'y aura pas vraiment de caméra de référence, où les acteurs seront dans des gros costumes avec des balles de caoutchouc sur la tête pour faire des repères visuels, et ils vont être capturés par toute une batterie de caméras ultra HD tout autour du volume, et ils vont être retranscrits de manière numérique dans un film où, avec Zemeckis en tout cas, il fera sa mise en cadre et sa mise en scène en post-production et non pas au moment du tournage. Mais vu que c'est une méthode qui est très malléable et qui est adaptable selon les metteurs en scène, comme avec Spielberg par exemple sur son Tintin, qui lui avait un combo pour voir en direct le résultat des choses qu'il allait filmer, mais c'est en tout cas un procédé qui a été assez décrié, dont le rendu surtout à l'époque a été très très décrié, mais qui pose des questions justement en termes de méthode et en termes de spectacle et de ce que l'on peut attendre du cinéma du futur. Jean-Baptiste, démerde-toi avec ça maintenant, déroule. Je me démerde, d'accord. Okay. C'est ton boulot, je te rappelle. Hein. Le mec, il fait genre 10 ans de recherche là-dessus, c'est bon maintenant. Hein. Moi, j'ai fait une introduction un peu molle là. J'ai l'impression d'être Julien Dupuis dans Capture Mag quand on lui laisse la parole. Ouais. Julien Dupuis, d'ailleurs, que l'on sait, mais qui a beaucoup écrit justement sur la question du cinéma virtuel, sur ces techniques. C'est un des rares. C'était un des pionniers dans le domaine de la critique en France. Hein. C'était le premier à avoir compris de quoi il s'agissait, en fait, que c'était un vrai renversement. Dans un article de Mad Movies en décembre 2002, je crois. Non, 2004. 2004, justement, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que ces films-là et le cinéma de Robert Zemeckis, tel qu'il le faisait à l'époque, allait être hyper important pour toute la production américaine. Oui, parce que en fait, ce qui se passe, c'est en tout cas ce que Julien Dupuis avait tout à fait compris dans cette approche de Zemeckis, que Zemeckis lui-même d'ailleurs a un petit peu tempéré par la suite, parce que je pense que Zemeckis a compris qu'il allait avoir une fronde, une réticence, une énorme réticence vis-à-vis de ce cinéma-là. Parce que ça demanderait de repenser tout le pôle technique du cinéma hollywoodien. C'est qu'il y a ce renversement que tu as très bien décrit, Thomas. Ça commence d'abord par la direction des acteurs, en gros, qui ont ces combinaisons en lycra, etc. C'était justement le principe tel que lui le vendait, de remettre l'acteur au centre du processus de création. C'est ça, voilà. C'est-à-dire qu'en gros, le cinéaste peut travailler avec l'acteur en direct, avec lui, dans ce volume, donc qui est pas tant un fond vert qu'une sorte de fond vierge, en fait, avec ses récepteurs tout autour. Et le cinéaste peut, comme ça, dialoguer avec ses acteurs. Il peut même être sur le plateau avec eux, puisque lui, il n'a pas de capteur, il n'a pas de marqueur. Pas des capteurs, c'est des marqueurs, c'est passif en fait, donc il n'y a pas de captation à proprement parler. Si on voulait pinailler. Pinaillon. Mais du coup, effectivement, Zemeckis peut être en présence des acteurs, au milieu d'eux, et leur dire tiens, je veux que tu bouges comme ça, je veux que tu fasses ci, je veux que tu fasses ça, mais il ne sera pas visible. Mais c'est la direction de l'acteur en fait, parce qu'en direct. C'est ça, exactement. C'est pour ça qu'il dit, moi je travaille avec eux comme au théâtre, finalement, je les dirige comme... Alors c'est marrant parce qu'il dit je les dirige comme au théâtre, mais en fait au théâtre il n'y a pas le directeur qui est en train de diriger les gens sur la scène, c'est plutôt de la répétition en fait. On est sur une esthétique de la répétition théâtrale, mais qui va donner naissance à un film. Il y a un truc vraiment très étonnant là-dedans. Mais que ce soit le metteur en scène ou les preneurs de son aussi, qui n'ont pas de marqueur sur eux, donc qui sont invisibles, qui peuvent donc mettre la prise de son au niveau vraiment de la bouche des acteurs, ça libère beaucoup de choses parce qu'il n'y a plus cette tyrannie de la technique, la tyrannie de la caméra notamment, du cadre. C'est-à-dire, il y a le cadre, donc faut pas qu'il y ait le metteur en scène dedans. Il y a des marques au sol, faut pas dépasser. Faut pas qu'il y ait les perchistes, faut pas qu'il y ait machin, voilà. Faut que le décor soit pris de telle ou telle manière. Puis par rapport au focal, justement, de se dire que tel machin sera net derrière, on ne sait pas, on changera. Donc c'est très modulable. Voilà, quand Zemeckis dit je vais me libérer de la technologie, c'est qu'en fait il veut se libérer de la caméra. C'est plus ça l'idée, je trouve ça vachement intéressant. Qui est le gros problème de tous les cinéastes depuis le début du cinéma, ou que ce soit des mecs comme Wellman, comme Abel Gans, comme Epstein, justement, où on voit qu'ils ont envie de jouer avec ça, mais que putain, qu'est-ce qu'elle est lourde cette merde. Elle est lourde, elle est encombrante. Et effectivement, ce qui est hyper intéressant, c'est que, comme tu l'as un peu dit tout à l'heure, pour Zemeckis, il y a cette idée que la caméra doit disparaître, et à la fois, elle n'a jamais été autant visible que quand elle disparaît, parce qu'elle fait des mouvements impossibles, des choses où on la remarque, on se dit, comment c'est possible que la caméra soit placée derrière le mur, comment c'est possible qu'elle traverse tel élément de décor. Il y a devant un miroir, justement. La question des reflets, qui est comme souvent un gros problème au cinéma. Ouais, sachant qu'il avait déjà commencé à faire ça justement dans des films plus réalistes. Et notamment un film comme Apparence, c'est vachement intéressant parce que c'est là qu'on voit, en tout cas moi, c'est là que je pense que c'est la première fois que je vois apparaître ce truc qui en fait est un truc qui a repris au Lodger d'Hitchcock, qui est le plafond de verre en fait, quoi. Et en fait dans Apparence, je me souviens qu'il y a des scènes, il y a 2-3, il y a une scène notamment comme ça où elle ramasse des clés comme ça et où c'est vu du dessous. Et c'est vrai que ça se retrouve dans quasiment dans cette trilogie là, ça se retrouve quasiment à chaque fois, il y a des plans de transparence comme ça. Et ça se retrouvait aussi chez David Fincher dans son Panic Room en 2001, où il y avait aussi des plans de caméra impossibles, de caméras qui volaient dans l'appartement, qui passaient par des anses de théière. La cafetière même.
ce qui avait été très décrié aussi à l'époque. Mais oui, parce que personne Expérimenté dans le comprenait vide, disaient certains. C'était considéré comme de la fêterie. C'est ça. Alors que c'était une réflexion justement sur la question de la surveillance, du voyeurisme, de l'omnipotence aussi, du pouvoir, de contrôle aussi. Et puis, est-ce que le cinéma est capable de faire... Tu vois, si la caméra est déjà capable de faire plus qu'un œil, est-ce que le cinéma est capable de faire plus qu'une caméra qui est capable de faire plus qu'un œil? Et du coup, c'est vrai que du coup, là, ça donne des points de vue qui sont totalement impossibles à concevoir dans la réalité. Ils sont pour le coup des points de vue impossibles surnaturels. Ou souvent, ce qu'on appelait, c'était le point de vue de Dieu pour les plongées zénitales, par exemple. C'est un point de vue improbable pour un homme. Et là, justement, le fait qu'il y a ça dans le Pôle Express, déjà, où il y a une poursuite avec le train par rapport à un billet à récupérer qui passe dans les coursives, qui part en dehors, qui vole au-dessus du train dans la montagne, qui redescend. Moi, je sais pas pourquoi, j'y vois une petite référence à Rendez-vous avec la peur de Bava. de Tourneur. Oui. Avec cette circulation du billet, comme ça. Il n'y a pas de plan, mais une fois, cette idée de circulation d'un objet, comme ça, qui finit par revenir. Voilà, bon, c'est pas moi qui suis Mais du coup, en termes de mise en scène, il y avait plein de points probables et ça permettait aussi à un acteur comme Tom Hanks, qui est un des acteurs fétiches de Zemeckis, de jouer 4 rôles dans le Pôle Express, dont un enfant. Et Jim Carrey d'en jouer 7 dans 8 dans le drôle de Scrooge. Et Gary Oldman en joue 3-4 aussi. Ouais, tout à fait. Non, il y a vraiment des enjeux très forts. Et en fait, le truc, c'est que c'est là aussi qu'il est passionnant, qu'elle est passionnante, cette phase de sa carrière, c'est qu'il touche des limites. Ici, ce dispositif de la performance capture ou du cinéma virtuel, peu importe en définitive, ce qui est intéressant, c'est que c'est une technologie qui vraiment pointe du doigt un mur. Il y a un truc, une fois qu'on y est, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Parce que finalement, on peut absolument tout faire. Il y a une maîtrise absolue qui est laissée au metteur en scène, qui peut absolument inventer son film a posteriori, dans un second temps. Alors évidemment, il y a tout le discours autour des acteurs. On dit on va conserver la prestation des acteurs parce que c'est eux qui sont au centre, etc. Mais on voit bien que derrière, il y a toute la question des syndicats. Évidemment, il faut faire hyper gaffe à ce qu'on dit, et même les techniciens qui sont toujours là, alors qu'il n'y a plus besoin d'eux en réalité. Bref, on sent bien qu'ils sont allés sur une voie, la voie du cinéma entièrement numérique, qui pose question pour la profession, et c'est là que c'est absolument passionnant justement, c'est qu'ils ont essayé d'en faire un enjeu de libération de la technologie, alors même qu'il y a d'autres pôles technologiques qui vont se dessiner autour de ce dispositif. Et du coup, effectivement, la profession va, à un moment donné, faire cette levée de bouclier, comme on l'a dit, pour plein d'aspects. La nomination de Zoé Saldana aux Oscars pour Avatar, par exemple. Qui est prodigieuse dans le film de Cameron. Bien sûr, mais qui n'a pas été nominée parce que tout le monde disait non, c'est un film d'animation, etc. Donc, alors qu'en fait, le truc, ce qu'on passe, c'est que c'est plus du maquillage de prothèse, mais c'est du maquillage numérique. Comme en plus, ça se fait dans quasiment tous les films, des trucs de rajeunissement, de botox numérique ou de machin comme ça et tout. Mais vu que c'est de l'hypocrisie, parce que là, c'est des persos qui sont 100% numériques. Alors qu'on même dans les années qui ont suivi ou bien un peu avant, des plans de caméra aberrants qui font n'importe quoi, genre dans Torque par exemple, ou des machins comme ça, où il y a des plans impossibles et improbables, mais vu que c'est genre de la grosse connerie pour ados décérébrés, ça dérangeait personne, quoi. Alors que quand Zemeckis le fait justement de manière beaucoup plus consciente et qu'il le dit justement quel est tout son processus de travail, là tout de suite on sent qu'il y a des réticences et ça va créer en tout cas des réflexions même en termes de cinéma qui vont être intéressantes. On avait parlé ici du congrès de Harry Folman, justement, sur la question de ces acteurs qui sont numérisés, justement, où on va prendre toutes leurs expressions possibles, imaginables, et on pourra les remodeler à la guise, en faire un peu ce qu'on veut, ce qui était aussi le cas du film de Andrew Niccol, qui s'appelait Simone. Simone. Mais il y avait déjà ce genre de questions qui étaient soulevées avant que Zemeckis fasse ses films en cinéma virtuel, mais ça va prendre de plus en plus le pas au fur et à mesure des années, au fur et à mesure que Zemeckis va justement impressionner tous ses petits camarades, les Spielberg, les Del Toro, les Peter Jackson, les Cameron, tout ça, où eux aussi vont s'emparer de cette méthode de travail et de cette technologie pour essayer justement de faire, je sais pas, avancer le cinéma, mais en tout cas le faire aller vers une autre voie. Ouais, la voie du tout numérique, qui est effectivement cette espèce d'impasse esthétique. Effectivement, après ça, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Vu qu'on peut tout faire, qu'est-ce qu'on fait? Sachant que Zemeckis, moi je trouve que dans la trilogie, c'est quand même, justement, tu parlais des acteurs et du théâtre, je trouve que justement Zemeckis, moi j'ai l'impression quand même qu'il recherche quand même, pour lui, le truc à dépasser, c'est est-ce que la technologie, comment faire en sorte pour que la technologie ne rentre pas en opposition avec la création de l'émotion par les acteurs. Et moi, par exemple, je pense à Anthony Hopkins, par exemple, dans Beowulf. Oui, qui joue le roi. Voilà, que moi j'ai vraiment trouvé super Hopkinsien pour le coup, quoi, mais avec des gros plans, moi que j'ai trouvé vraiment super bien, des répliques, des machins, où je trouve qu'il y a vraiment de
Sarah Winston, par exemple, qui est un gros écossais dodu comme tout, qui joue un mec ultra galbé, vraiment ultra beau, quoi. Et on sent que c'est lui l'acteur parce que ce sont les mêmes expressions, les mêmes mimiques de visage, tout ça, la même manière de parler, mais il y a un truc qui est vraiment perturbant, justement. Mais vu que c'est pas du cinéma d'animation, parce que c'est du photoréalisme, c'est encore plus perturbant. Et c'est ce dont parlait le doc, la vallée de l'étrange, quoi. On sait que c'est vrai, enfin, on a l'impression que c'est vrai et que ça ressemble quand même vachement, mais on sait bien qu'il y a un truc qui est bizarre. En général, c'est avec les yeux souvent que ça merde. Moi, je pense que notre regard aujourd'hui, évidemment, est beaucoup plus capable en fait d'accepter ça que ça ne l'était. Mais en 2007, voilà, c'est clair que Beowulf. Ça m'étonne pas du tout que ça ait fait un four, quoi, parce que alors que en termes de travail sur la lumière, par exemple, mais les trois d'ailleurs, en termes de travail sur la lumière, moi je trouve que c'est des films qui sont super bien photographiés, quoi. Parce que voilà, malgré tout, le travail du directeur de la photographie, il est là, il existe, est quand même là, je veux dire, que tu fasses la lumière ou des costumiers, enfin voilà, et c'est pour ça, je pense que à travers ces films, ils cherchent aussi justement comment faire en sorte pour pas faire disparaître justement les métiers, on va dire, traditionnels du cinéma. Alors peut-être pas les métiers techniques, on va dire, au manuel, mais les métiers, les départements artistiques, maquilleurs, costumiers, décorateurs, etc., etc. Et comment arriver à faire la transition en fait entre avec ce monde qui s'ouvre à nous, en fait, qui est ce qui a été le plus dur aussi pour les techniciens des effets spéciaux dans les années 90, un mec comme Phil Tippett par exemple, qui bossait beaucoup sur la stop motion, quand il a vu ce qu'avait fait Denis Muren pour le Jurassic Park, il s'est dit putain c'est bon, maintenant je suis fini. Sauf qu'après Tippett est devenu pour le coup un des plus grands techniciens de SFX virtuels, parce qu'il avait justement toute cette expérience et ce background dans des trucs très physiques, hyper concrets en termes de fabrication, et il a réussi à le mêler avec des créatures numériques. Mais c'est une mutation. Pour moi, c'est une mutation qui, je pense qu'on sait, c'est que maintenant qu'on commence à s'en rendre compte, mais c'est une mutation qui est, à mon avis, assez équivalente sur le plan professionnel avec l'arrivée du son au cinéma. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui arriveront à s'adapter et il y a ceux qui s'adaptent pas et qui disparaissent. C'est ce que Cameron disait au moment de la sortie d'Avatar. Il disait là, en termes de perf cap, en termes de 3D et tout, machin, c'est vraiment ça le cinéma du futur, parce que comme d'étude, Jimmy avait un peu tendance à en faire des caisses dans ses déclarations. Mais effectivement, c'est équivalent à l'arrivée du sonore, quoi, où on sent qu'il y a un truc qui a ravagé tout sur son passage. Ça a fait changer tout le parc technique dans tous les cinémas du monde qui étaient presque obligés de passer au projecteur numérique. Et ça a eu une influence énorme, mais qui vient aussi du coup des films de Zemeckis. Par contre, parce que je pense que si Cameron n'avait pas vu les films de Zemeckis, en tout cas si Zemeckis n'avait pas fait ces films-là, il se serait jamais lancé dans ses Avatars. Sans doute pas. Mais par contre, ça change rien en termes de qualité de la narration, de même en termes de mise en scène. C'est-à-dire que exactement comme la transition, c'est-à-dire que ceux qui sont évidemment il y a des dommages collatéraux et parfois des dommages collatéraux de gens qui sont extrêmement talentueux, mais par contre tu vois aujourd'hui un mec qui peut faire du tout numérique, s'il a rien à raconter, il a rien à raconter, ça change absolument rien, et c'est ça la différence c'est ça, je trouve, que ce que Zemeckis nous rappelle finalement, et qui, c'est pour ça à mon avis, qui mériterait aussi d'être sans doute revisité par le grand public, c'est que il nous rappelle un petit peu ça, quoi, qu'il a quand même des scénarios en béton, et puis qu'il a des idées de réal à mort, enfin je veux dire, et que sa mise en scène en plus avec le cinéma virtuel a pas tant changé que ça, justement. Alors justement, je voulais revenir là-dessus parce qu'il y a un truc que je trouve intéressant sur la mise en scène de Zemeckis dans le cadre du cinéma virtuel, c'est qu'il y a un côté un peu schizophrène, c'est-à-dire que justement le fait qu'il doit composer avec le fait que ce soit des acteurs qui soient vraiment là, donc les gros plans, comme tu l'as très bien dit, effectivement c'est des films qui reposent beaucoup sur le gros plan, et à la fois sur la libération de l'espace et de la caméra que permet le dispositif, et qui va créer des mouvements complètement impossibles, aberrants, qui vont parcourir l'espace. Voilà, ça. Et t'as cette espèce de schizophrénie de ces films que je trouve passionnante, où tu passes d'un gros plan hyper émotionnel sur un visage ou une expression à un truc qui va de circonvolution en circonvolution spatiale, qui va partir dans tous les sens, etc. Donc, une sorte de distinction entre deux types de mise en scène, et les trois films reposent beaucoup là-dessus. Ça, c'est vachement intéressant ce que ça permet. D'autant qu'en plus, tu vois au fur et à mesure de ces trois films en perf cap, l'évolution qu'il prend, la conscience un petit peu aussi qu'il a de son propre matériel, de sa propre mise en scène, et puis de la manière de le faire, quoi. T'as vraiment une évolution où je trouve que les films sont de mieux en mieux, justement. Ah ouais, carrément. Mais c'est des films de recherche, quasiment. C'est quasiment du cinéma. De ce point de vue-là, c'est quasiment du cinéma expérimental, mais à 150 millions de dollars. Des trucs, en général. C'est la fameuse arrivée du Pôle Express en gare de la Ciotat, quoi. Il y a un avant et un après, quoi. J'étais sûr, je t'attendais. Mais c'est vrai que on est un peu sur la fin là, mais Zemeckis, comme pour le remettre dans le contexte du cinéma américain, on va dire des 30 dernières années, c'est un des vrais cinéastes techniciens et qui est un véritable
aventurier de la caméra, justement. Il sait qu'il prend des risques qui, en termes commerciaux, sont quand même hyper casse-gueule. Même dans son avant-dernier Bienvenue à Marwen, qui est quand même un film qui est hyper casse-gueule en termes de narration, en termes de personnages, en termes de mise en scène et en termes de box-office, tout simplement, quoi. Mais lui, il va continuer à le faire, même si ses propres studios avaient fermé à la suite de l'échec de Scrooge en 2009. Et donc, il reviendra à des films un peu plus classiques comme Flight, par exemple. Mais finalement, il va continuer à creuser le même sillon, mais tout en essayant de s'accommoder justement des contraintes de production qui veulent le voir revenir à un truc un peu plus terre à terre, plus réaliste. Et finalement, il va continuer, il va rien lâcher. Et comme j'avais dit à JB en préparant, c'est un peu le Abel Gance du numérique en fait. Zemeckis. En fait, ce qui est intéressant, c'est comment il va infuser comment il va infuser sa mise en scène de maintenant via ses expérimentations liées au cinéma virtuel. C'est-à-dire que avec le cinéma virtuel, on sent qu'il expérimente à tout va, et on sent qu'il a vu qu'il y avait une révolution derrière, mais je pense que la vraie révolution du cinéma virtuel, c'est qu'elle est invisible en fait, et que lui-même l'invisibilise au sein de son cinéma le plus contemporain, que ce soit Flight par exemple. Allié, la caméra visible maintenant, elle est partout, même Sacrée Sorcière. Voilà, on est effectivement exactement sur ces considérations-là où la question de la mise en scène virtuelle est intégrée à sa mise en scène live en fait. Il y a la révolution, elle est là, c'est que c'est complètement invisible. Mais ça, je pense c'est qu'elle est intégrée au film live. Ouais. Quand tu vois justement les 3 remakes de La Planète des Singes par exemple, qui sont effectivement dans la même logique, pas dans la même méthode, mais dans la même logique de caméra qui justement est un peu impossible, et ça se retrouve dans plein de films live aussi, que ce soit des plus gros tâcherons à la Zack Snyder ou à des films comme Spielberg justement qui vont l'avoir. À cette différence quand même que moi je trouve que chez Zemeckis quand même, voilà, les plans spectaculaires, enfin ils ont toujours un sens. Sur le plan du scénario, c'est-à-dire ils sont pas là pour rien, quoi. Enfin, ils sont pas juste là pour faire une démonstration technique. Et pour moi, c'est ça. Parce que ça coûte la démo technique. Voilà. Et moi, je trouve que c'est ça qu'il réussit plutôt bien, finalement, que ça soit dans des films assez réalistes ou dans des films beaucoup plus merveilleux, beaucoup plus tournés vers le merveilleux. C'est ça, quoi. C'est que il se pose toujours la question de savoir, ok, je vais faire ça comme je vais faire ça comme mouvement, je vais faire ça comme effet, mais qu'est-ce que je vais dire à travers ce mouvement ou cet effet-là, quoi. C'est ce qui fait que pour moi, ne pas oublier la narration, ne pas oublier les acteurs, c'est quand même vachement important, quoi. Enfin, c'est clair. Pour justement cette question de mise en scène, ça, et puis le fait de se reposer aussi sur des techniciens qui sont quand même très récurrents chez lui, comme Alan Silvestri, quand même, qui, voilà, on sent que c'est son grand pote de musique, quand même, parce que je sais pas s'il en a fait 100 Silvestri. Les tout premiers, je crois, mais il le rencontre très vite. Je crois les 2 premiers. Le Diamant Vert, c'est déjà lui. Mais je crois qu'ils se rencontrent sur le Diamant Vert, d'ailleurs. Si je dis pas de bêtises. Mais du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, c'est ça, c'est pour rebondir sur ce que tu disais, c'est qu'à mon sens, Zemeckis, c'est pas tant un auteur qu'un vrai cinéaste, mais un cinéaste à l'ancienne, un cinéaste classique en fait, quoi. C'est quelqu'un qui s'adapte au genre dans lesquels il va s'investir, qui a une conscience du cinéma, qui est capable d'exprimer des choses par sa mise en scène, mais qu'il ne faut pas non plus en faire un auteur à la française. Enfin, pour moi, c'est pas ça du tout, et c'est pas du tout. Alors que pour moi, c'est un mec en termes justement ce rapport entre justement la technique et la narration. Moi, je trouve qu'il est justement assez proche d'Hitchcock, et je suis pas du tout étonné que Apparence soit un film si Hitchcockien ou ou que ça soit peut-être la référence la plus visible, le clin d'œil le plus visible qui est dans son cinéma. Parce que finalement, on dirait un film tu regardes certains Hitchcock, tu regardes La Mort aux trousses, tu regardes Vertigo, il y a des expérimentations techniques, mais qui sont toujours des expérimentations techniques qui ont un but narratif, qui ont un but sur l'émotion, voilà, ou dans l'émotion que tu vas produire sur le spectateur, que tu cherches à produire sur le spectateur. Il est très proche d'Hitchcock, et comme Spielberg est très proche d'Hitchcock. Voilà, oui, de ce point de vue-là, même si ça peut paraître effectivement moins évident que chez un De Palma ou chez d'autres cinéastes, mais je crois que dans ce rapport à la technique justement, et ce goût en fait pour l'expérimentation, enfin moi je ressens vraiment ça. Et Apparence, moi je l'avais vu il y a très longtemps, j'en avais un souvenir très vague, et c'est vraiment en le revoyant, je me suis dit mais en fait il y a plein de trucs qui sont dits à travers ce film qui a l'air mineur, qui semble un peu mineur comme ça quand on le regarde au déjà, premier c'est un plan. film important parce que c'est un des derniers films où Harrison Ford s'est senti un petit peu concerné par ce qui se faisait. Voilà. C'est déjà pas mal. Mais cette question du rapport à la technique et au sens qu'on peut lui apporter, etc., c'est quand même quelque chose qui est assez présent dans le bouquin, qu'on n'a pas trop évoqué finalement. Mais j'en dis juste peut-être un petit mot quand même du bouquin de Rémi Grelot que j'ai lu pour l'occasion. Voilà, donc, tu l'aurais lu quand même. Hein, tu l'aurais lu quand même. Je l'aurais lu quand même, mais bon. Je trouve qu'effectivement, c'est un ouvrage qui est bien pour découvrir le cinéaste. Voilà, je pense que c'est vraiment un ouvrage grand public qui permet vraiment d'avoir des clés importantes pour comprendre un petit peu son travail. Il y a quand même une bonne centaine de pages sur la performance capture. Donc, on sent d'ailleurs que c'est ça qui intéresse Rémi Grelot, concrètement, beaucoup plus que le reste de sa filmo, qui est présent, hein, mais qui est minoritaire par rapport à la partie sur la performance capture. Et on sent que c'est vraiment ça qui est au centre
de sa réflexion. Donc ce qui montre bien à quel point cette phase de la filmographie de Zemeckis, elle est essentielle en fait dans la compréhension de son travail. Ça, c'était vraiment un point. Je ne vais pas rentrer dans le détail, voilà, parce qu'on n'a pas le temps, mais voilà, juste pour dire. Il n'y aurait pas de méchanceté à dire, mais on va s'arrêter là. Merci messieurs. Donc voyez et revoyez le cinéma de Robert Zemeckis. On va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimoset. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette. C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Honneur aux invités, docteur Massuet. Moi, c'est un manga donc de Satoshi Kon que j'ai découvert, qui s'appelle Opus. Si j'ai découvert, je mange pas avec les doigts. Qui est en 2 volumes, qui est assez formidable, où c'est l'histoire d'un mangaka qui se retrouve projeté dans sa propre bande dessinée, puisque l'un de ses personnages va s'emparer d'une page dans laquelle il est censé être tué. Il dit non, j'ai pas envie de mourir. Il chope sa page, il se barre dans la BD, et l'auteur essaie de le rattraper parce qu'en fait, ça chamboule complètement son plan narratif, et du coup, la BD part en live total, et le créateur n'a plus du tout de mainmise sur ce qui est en train de se passer. C'est formidable. Merci docteur. Docteur Erwan, à vous. Écoutez, moi ça sera toujours au Japon, ça sera le film Hospitalité de Koji Fukada, c'est ça, Fukada. Je ne pas confondre avec Jun Fukuda, réalisateur de Godzilla de certains Godzilla dans les années 60. Et voilà, qui est une petite comédie, qui a l'air de rien, mais qui est plutôt sympatoche, sur une famille d'imprimeurs qui se fait envahir par des tas de vilains étrangers. Dont les motifs sont assez obscurs, et c'est une espèce de fable sur le racisme des Japonais et sur leur peur des autres. Et c'est assez intéressant parce que c'est un film qui joue justement sur le fait, c'est un home invasion où les envahisseurs finissent par devenir les personnages les plus sympathiques du film. Voilà, donc c'est une espèce, donc c'est assez très léger, mais c'est plutôt, j'ai trouvé ça plutôt pas mal moi personnellement. Merci docteur. Comme moi je suis un intellectuel, ce sera Comme Chien et Chat 2, la revanche de Kitty Galore, film de 2010, donc qui était comme la suite de Comme Chien et Chat. Le film, on apprenait que donc de manière définitive, les chats étaient des fils de pute. Et c'est une comédie absolument faramineuse qui donc mêle des chats en images de synthèse avec des chats réels qui vont aller se battre pour aller sauver le monde et tout. C'est super chouette. Il n'y a pas Uma Thurman là-dedans ? Non, elle n'est pas dedans. Dans le premier, il y a Jeff Goldblum par contre. Mais le deuxième, c'est en termes de mise en scène, pareil, c'est complètement fou. C'est plein d'idées pulp bis à la 007. J'ai pris un gros plaisir à voir ça. Ça dure 1h22. Excellent, voilà, excellent. Un vrai film, quoi. Donc voilà, on va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup à Valentin à la technique. Merci, docteur Massuet, d'être venu pour parler des Robert Zemeckis. C'est court, 1 heure. Vous reviendrez quand vous voulez, quand tu sortiras ton bouquin l'année prochaine. On t'invitera pour faire une émission spéciale sur le cinéma virtuel. Voilà, merci l'autre docteur, docteur Erwan. Prochaine émission, prochaine édition. Ciao, bonsoir. Bonsoir. Salut.